Bonjour à tous. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis un peu rouillée. J'ai voulu vous en faire mais pas le temps, voilà, j'ai pas pris le temps. Préféré en fait c'était soit faire des vidéos soit lire, bon j'ai lu, voilà là je vais essayer de reprendre un peu. Alors je vais vous faire d'abord le Mid-Year Book Freakout Tag comme tous les ans, comme ça vous donne un peu une idée de ce que j'ai lu. Et je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur les meilleurs livres. Voilà, et ensuite on verra, j'aimerais bien éventuellement peut-être vous faire un vlog ou vous faire voilà, des petites vidéos quoi. Alors, on va peut-être commencer par des petites statistiques sur mes lectures pendant cette première partie de l'année. Alors, mes statistiques sont un peu foutues parce que j'ai fini 2 livres entre temps, donc on est le 3 juillet, mais j'ai réussi, en fait je voulais finir un livre pour juin et j'ai pas réussi, donc il est passé en juillet, et j'ai fini un livre pour le travail, donc normalement, là, fin juin, j'étais à 99 livres, voilà. Presque. Si j'avais fini ce livre là qui est passé en juillet, ça aurait fait 100, mais bon, tant pis. Donc 99. Je lis surtout en physique, 54% et 30% en audio. Surtout de la fiction, mais je suis surprise de moi-même puisque j'ai lu 26 non-fiction, ce qui est vraiment pas mal. Surtout de l'adulte, surtout du roman, mais il y a aussi des BD et des essais, surtout des femmes, 62% de femmes. Je lis surtout des livres entre 100 et 200 pages, est-ce qu'on est étonné? Non. Mais j'essaie de lire des plus gros livres, mais bon, voilà, comme quand je lis des BD en fait c'est surtout des formats très courts, donc forcément. J'ai bien avancé sur la palle de l'année. J'ai lu plusieurs livres qui rentraient dans cette palle. Et niveau genre, j'ai surtout lu de la fantasy, ce qui est formidable, mais c'est pas de la high fantasy, c'est pas de l'epic fantasy, c'est de la fantasy un peu, on va dire, un peu tout genre confondu. Donc bon, j'aimerais bien lire quand même un peu d'epic fantasy, ce serait pas mal. Donc surtout de la fantasy, j'ai lu beaucoup de romances, enfin beaucoup, 10 mais quand même. Et tout ce qui est mystery crime, ça fait 13%. J'ai aussi lu 10 classiques, c'est merveilleux. J'ai pas mal lu ma palle, ce qui est bien. Mais j'ai aussi lu pas mal d'arc et de service presse et de livres pour le travail, voilà. Donc des services de presse qui ne sont soit pas encore sortis, soit ils sont sortis, donc je peux vous en parler. J'ai aussi pas mal lu les livres que j'ai achetés cette année, ce qui est bien. Et j'ai aussi lu des livres qu'on m'a prêtés. Beaucoup de livres publiés en 2026, pas mal. Mais la majorité quand même, c'est des livres qui sont publiés avant 2024. Le meilleur mois niveau nombre de livres, c'est janvier, le moins bon, c'est mai. Et niveau page, le meilleur, c'est janvier, le moins bon, c'est avril. Alors niveau heure d'écoute, le meilleur, c'est mars, et le moins bon, c'est avril, où j'ai pratiquement pas écouté de book. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne crois pas pour l'instant. Et donc dans la palle, oui, j'ai bien avancé. J'ai lu 3 romans qui sont sortis en 2026 et qui faisaient partie de ma palle des sorties, et 2, 4, 5 livres dans la palle 2026. Ce qui est pas ouf, en fait, en fin de compte. Mais j'ai aussi un peu avancé sur mon challenge SFF, donc c'est pas mal. Alors je vous parlerai pas des livres que j'ai abandonnés, mais j'en ai abandonné 13. Voilà. Dont certains, j'étais à 50%, j'étais à 60%, voilà, j'ai essayé, hein. Non, je l'ai abandonné à 86% pour le faire. Donc voilà, ce sont des livres dont je vous parlerai pas pendant cette vidéo, mais sachez qu'ils existent. Voilà, et j'ai fait quelques lectures communes, ce qui est cool. On va commencer donc le tag maintenant. Le meilleur livre de l'année. Alors, comme d'habitude c'est compliqué, mais en fait avec les années ça devient de moins en moins compliqué, c'est-à-dire que j'arrive à voilà, bien choisir les livres que j'ai vraiment adorés. Là il y en a 2. J'ai du mal à les départager. Le premier c'est Book Lovers d'Emily Henry, parce que cette année j'ai lu toutes les romances d'Emily Henry. Voilà, je l'ai dit sur Insta, quelqu'un m'a jeté un sort, je ne sais pas qui, si je sais qui. Mais voilà, j'ai lu toutes ces romances. Donc Book Lovers d'Emily Henry. Voilà, c'était génial. J'ai trouvé que le... Alors attendez, je vais vous retrouver parce que du coup, j'ai aussi un carnet de lecture pour cette année. Voilà. Et je note tout dedans. Oui, Book Lovers. C'est un des premiers livres que j'ai lu, qui doit pas être loin. C'est le premier que j'ai lu, c'était Happy Place. Ah, il est là. J'ai trouvé que le personnage surtout était génial, le personnage de Nora, puisqu'elle était vraiment atypique
de ce qu'on imagine en fait être une héroïne de romance, donc c'était cool. J'ai trouvé que, enfin surtout j'adore l'écriture en fait, et le banter qu'il y a dans les dialogues qu'écrit Emily Henry. La romance se développe doucement, il n'y avait aucun trope qui me saoulait, c'était formidable. J'avais vraiment envie que ça arrive, il y avait de l'humour, il y avait... on avait aussi les relations familiales, puisque en fait dans Book Lovers, donc puisque je ne vous ai pas du tout résumé le roman, en gros Nora va faire un voyage en fait avec sa sœur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, sa sœur d'ailleurs. Elle va faire un voyage avec sa sœur dans une petite ville. Voilà, elles ont une bucket list, donc elles doivent remplir en fait les objectifs de cette bucket list. Et elle va croiser... Alors juste avant de partir en voyage, pardon, avec sa sœur, elle a un rendez-vous avec un éditeur, puisqu'elle elle est agent littéraire. Un rendez-vous avec un éditeur, ça se passe pas très bien, et voilà, elle part là-dessus, et elle va croiser cet éditeur dans la petite ville. Et voilà, j'ai bien aimé comment la relation entre les sœurs était mise en avant, comment elle était développée. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est que, donc pas de trope qui m'énerve, parce qu'en fait ce livre va reprendre ses tropes, va les tordre un peu, parce qu'en fait, donc cette héroïne atypique, en fait, va nous expliquer qu'en gros, elle ne remplit aucune des conditions de la romance en général, que ça ne lui arrive pas, voilà. Et donc, c'est... En gros, elle va nous expliquer qu'elle... C'est au tout début du livre. Hein. Elle va nous expliquer qu'elle, dans une romance typique, c'est la fille qui se retrouve abandonnée en ville par le mec qui va partir dans une petite ville, trouver l'amour et découvrir la vie et changer complètement de vie, alors qu'elle adore vivre en ville, que c'est vraiment pas son truc les petites villes, donc elle est vraiment pas... Enfin elle est sûre que ça ne lui arrivera jamais quoi, ce genre de truc. Et donc voilà, en fait elle va nous prouver en gros que toutes les tropes de la romance ne s'appliquent pas à elle, ce qui est, je trouve, super. Enfin j'ai trouvé que c'était top. Comme dans la plupart des romans d'Emily Henry, les personnages travaillent dans le monde du livre, donc comme je vous ai dit, le personnage masculin est éditeur et elle est agent littéraire, ce que j'ai adoré. Et voilà, il n'y avait rien de négatif, j'avais vraiment adoré. Et je m'étais dit du coup que j'allais lire tous les romans d'Emily Henry, donc voilà, l'intrigue est bien développée, le lecteur vraiment est à fond avec les personnages. Je l'ai écouté, donc c'était, voilà, la narratrice c'est Julia Wayland, et voilà, elle est vraiment top, cette narratrice. Les personnages sont cohérents, l'intrigue aussi, d'ailleurs la cohérence jusqu'à la fin, donc c'était vraiment, vraiment top. Et voilà, c'était le livre préféré du mois, et donc le livre préféré de l'année peut-être, on ne sait pas encore, mais enfin ça va être compliqué de faire mieux que ce livre. Et pourtant il y a donc un deuxième livre, un contender, un concurrent pour la première place de l'année, c'est The Correspondent de Virginia Evans, qui a été traduit par La Correspondante. Donc Book Lovers, ça s'appelle Book Lovers en français. Que j'ai aussi écouté, alors lui je l'ai écouté en me disant, bon écoute, il me reste quelques heures audio sur Spotify, choisissons un audiobook, voilà. C'est parti, j'ai choisi celui-là. C'est un roman épistolaire, c'est une jeune femme pas du tout, une vieille dame, Sibyl Van Antwerp, qui va en fait, on va avoir ses lettres, en fait, les lettres qu'elle écrit, les lettres qu'on lui écrit en retour, avec tout un tas de personnes, donc des gens de sa famille, mais des gens aussi qu'elle ne connaît pas, des auteurs. C'était génial, voilà, c'était c'était ultra triste, parce que du coup j'ai pleuré de manière... Bah en fait à la fin, heureusement que c'était un audiobook, parce que si ça avait été le livre j'aurais pas vu les pages tellement je pleurais. Mais voilà, c'était super beau. Ça parle... Enfin en fait le Sibyl devient aveugle, et donc voilà, elle qui adore lire, elle se demande comment elle va faire une fois qu'elle ne pourra plus lire, parce qu'elle aime pas les audiobooks, ça lui convient pas. Et voilà, elle aime le rapport direct avec les mots, et voilà, c'était super beau, c'était super triste. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre, comment vous le recommandez, mais vraiment il était formidable. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh, il y a un peu de romance aussi, c'était mignon. Oui, voilà, les relations familiales sont au centre du roman, parce que, bon, elle écrit à tout un tas de personnes, hein, y compris des étrangers, mais elle écrit aussi à sa fille, à son frère, et voilà, et alors oui, oui, clairement les relations familiales sont au centre, et c'est... Voilà, les 2 dernières lettres qu'elle écrit... Ouais, j'ai encore envie de pleurer rien qu'en y pensant, donc voilà. C'est bien écrit aussi, j'ai trouvé. Voilà, beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup pleuré. J'ai hâte de lire d'autres romans d'autrices en espérant que ce sera aussi bien. Et voilà, le roman épistolaire, j'adore les romans épistolaires en fait. Donc voilà, on a 2 contenders, ce sont tous les 2 des audiobooks. Donc vraiment les audiobooks cette année, on est là, voilà. Ça fait partie de mes meilleures lectures, ce sont même mes meilleures lectures, donc voilà. Alors ensuite on a meilleure suite de série. Alors il y en a un que j'ai, voilà, et l'autre que je n'ai pas. Donc le premier,
je vais parler d'abord de celui que je n'ai pas, c'est The Other, Danny Neugebauer, je crois que ça se dit comme ça, mais j'ai un doute. Alors c'est une novella, un très court roman, qui fait suite à The Extra, donc le premier tome. Alors ce sont pas des livres qui se suivent, ce sont des livres en fait qui font partie du même univers, mais on peut lire le tome 2 avant le tome 1, parce que c'est ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai lu le tome 2 avant le tome 1. Bon, alors le tome 2 fait une référence au tome 1, que du coup, bah qui spoil un peu. Je sais pas. Non, ça spoil pas vraiment, si je me rappelle bien. Mais il y a quand même une référence, je vous le dis au cas où, voilà. Mais voilà, donc The Over est meilleur que The Extra, même si, enfin, oui, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité supplémentaire, on va dire, dans The Over. Alors pour vous résumer rapidement, dans The Over, on va suivre un couple qui est parti pour une randonnée. Alors ils arrivent à la fin de la randonnée, donc ils vont sortir du chemin, et ils croisent un autre couple qui leur ressemble beaucoup quand même. C'est un peu... c'est presque gênant, jusqu'à ce qu'en fait... voilà, ça prenne un tour encore plus gênant. J'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, il y a une question de... C'est vraiment... c'est dérangeant, mais enfin, sa série, donc The Extra, The Other, et le prochain qui sort l'année prochaine, The Spare, sont des romans dérangeants, en fait, c'est fait exprès, hein. Et donc voilà, c'est très étrange, mais c'est très prenant. C'est à lire d'une traite, en tout cas je vous le recommande. Alors c'est pas ce que j'ai fait pour les deux, hein, clairement. Mais clairement c'est mieux, je pense, de les lire d'une traite. La fin est... La fin de The Other est encore plus... malaisante, on va dire, gênante, que la fin de The Extra qui se plaçait déjà là, quoi. Donc bon. J'ai aimé que ça pose la question des relations humaines et des relations qu'on entretient, alors ici du coup au sein d'un couple, parce que dans The Extra on est plus avec un groupe de randonneurs qui ne se connaît pas, donc c'est plus la relation avec les autres mais qu'on ne connaît pas. Là vraiment c'est avec celui avec qui on vit, alors là je pense que les personnages sont ensemble depuis 15 ans, donc bon, voilà. C'est comment faire pour... J'ai pas envie de vous spoiler. Allez, micro-spoiler que je vous mets là, mais c'est pas vraiment un spoiler. En fait, le deuxième couple va devenir leur doppelganger, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, à un moment donné, ils vont être mélangés, on va dire, enfin il va se passer quelque chose. Et il faut qu'ils reconnaissent leur moitié, en gros. Qu'ils retrouvent la personne, la deuxième partie du couple. Et voilà, comment se reconnaître, comment faire quand l'autre connaît aussi nos souvenirs, par quels indices, en fait, va nous permettre de reconnaître l'autre. Ça, c'était top. Fin du spoiler. Et donc le malaise en fait s'installe peu à peu et devient... Oui, c'est de pire en pire jusqu'à la fin qui est vraiment... Ah, arrêtez. Voilà, donc c'était une suite meilleure que le tome 1. Alors c'est plus de l'horreur psychologique que de l'horreur physique, heureusement, il n'y a pas de... Enfin, heureusement. J'aime pas l'horreur gore ou l'horreur physique. Voilà, body horror, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, il n'y en avait pas, c'était très bien. Enfin, c'est une forme en fait de body horror en quelque sorte, mais pas de sang, pas de gore, ça c'était top. Et voilà, donc c'est plus une horreur psychologique, un sentiment de dérangement face à cette idée que... Donc, spoiler, face à l'idée qu'en fait on est en face de son partenaire et on sait pas si c'est lui. Donc le partenaire, celui qu'on connaît depuis 15 ans, peut être un autre. Alors là, du coup, on peut partir carrément dans la métaphore de l'autre, et enfin, celui qu'on aime peut toujours redevenir un étranger à un moment donné. Mais voilà, c'était ultra intéressant, et voilà, il doute de son identité et de comment le reconnaître, et voilà, c'était... Est-ce que je m'attache à quelqu'un qui est vraiment la personne avec qui j'ai vécu pendant 15 ans ou pas? C'était vraiment, voilà, vraiment top, j'ai adoré cette suite, donc meilleure que le tome 1. Et la deuxième suite, alors meilleure aussi que le tome 1, hein, c'est The Light Fantastic de Terry Pratchett, donc le tome 2 des Annales du Disque Monde. Alors, le premier tome c'était The Color of Magic. Alors le premier tome a été traduit par le 8e sortilège, et celui-là... Non, la 8e couleur? Non, je sais plus. Je sais plus, la 8e couleur ou le 8e sortilège, voilà. Titre intraduisible, puisque je me suis rendu compte récemment qu'en fait c'était un jeu de mots en fait, en anglais, donc oui, intraduisible. Et voilà, alors je suis allée aux Imaginales cette année, j'y ai retrouvé Justine Breton qui a écrit un livre sur Pratchett et la mort, que j'ai pris évidemment, mais il faut avoir lu tout le Disque Monde en fait pour lire cet essai, que je voulais lire là bientôt, mais en fait je suis beaucoup trop loin dans le Disque Monde pour pouvoir commencer. Donc elle m'a en tout cas conseillé, oui, il fallait avoir lu le dernier tome en fait pour pas se faire spoiler. Donc voilà, je suis en quête pour lire tout le Disque Monde. Et donc le tome 2, voilà, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 4 et le tome 11. Parce que moi j'ai avancé sur le cycle de la mort plutôt que de continuer dans l'ordre, puisque j'avais trouvé que The Color of Magic était bien, mais c'est vraiment un tome introductif qui
qui est moins bien que la suite quand même, parce que Mort et The Reaper, formidable. Donc j'adore le cycle d'abord. Et donc la mort est mon personnage préféré, d'où le fait que j'ai acheté cet essai, enfin bref, on est en train de divaguer, enfin de digresser encore une fois comme d'habitude. Mais bref, The Light Fantastic donc est meilleur je trouve que The Color of Magic. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, j'ai ri, j'ai souri. On n'est pas encore au niveau de ce que de ce que j'adore dans Mort et dans The Reaper. Mais voilà, il y avait d'ailleurs le personnage de la mort dans ce tome. J'ai passé un bon moment, ça m'a donné envie de continuer, c'était drôle, j'aime beaucoup l'univers créé par Pratchett qui est vraiment parfois absurde, complètement fou, voilà c'est loufoque on va dire. J'aime aussi le personnage de, alors Rincevent en français, Rincewind, je crois que ça se dit comme ça en anglais, et le personnage du luggage, donc de la valise, du coffre, je sais pas comment c'est traduit en français, mais voilà, j'aime beaucoup, ce tome est meilleur que le précédent et j'ai hâte de continuer. On est à 17 minutes, j'ai répondu à 2 questions. On est bien. Troisième question, les nouveautés déjà sorties que j'ai hâte de lire. Alors je ne les ai pas avec moi donc je vais vous les présenter rapidement. Il y a You First de Caroline Kepnes, donc le préquel de You. J'avais adoré le premier tome You, j'avais trouvé ça ultra dérangeant, génial. Avec le recul c'était devenu un coup de cœur parce que quand je l'ai lu la première fois j'étais un peu... Voilà, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était un coup de cœur, je m'en suis rendu compte quand... j'arrête pas de vous le répéter mais voilà... Pour les nouveaux. Je me suis rendu compte que c'était un coup de cœur quand j'étais dans ma voiture, j'allais au travail et en fait j'écoute un audiobook à chaque fois que je prends la voiture. Et donc je voulais mettre mon audiobook, je me suis dit ah trop bien, je vais le continuer. Et en fait non, parce que... Non d'ailleurs je l'ai pas écouté en audio, je l'ai lu. Non, j'étais dans la voiture et je me suis dit je vais rentrer chez moi et je vais pouvoir continuer You, c'est trop bien. Et je l'avais fini en fait quelques jours plus tôt. Donc voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ce livre me manquait et que je l'avais adoré. Et donc, l'autrice sort un préquel, You First, qui va se centrer sur la première relation de Joe. Voilà, ça s'est pas bien passé, évidemment. Ensuite, il y a aussi The Unicorn Hunters de Catherine Arden, je crois. J'ai un doute, mais je crois. Qui a donc écrit la trilogie de l'hiver, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. En français, le premier tome en anglais, c'était... J'ai lu le tome 1, que le tome 1. Je ne sais plus. Voilà. Mais il faudrait que je finisse cette trilogie d'ailleurs. Donc The Unicorn Hunters, bon comme ça, comme la couverture l'indique, il y a des licornes. Voilà, c'est... J'avoue c'est tout ce qu'il m'a fallu, et puis la couverture, et je sais pas, il y a un truc qui me fait que j'ai envie de lire ce livre. J'ai lu le résumé, je m'en souviens absolument pas, je veux pas me souvenir, donc voilà, fait partie des livres que j'ai hâte de lire. Everybody's Perfect de Jo Walton, nouvelle sortie, qui, bah oui, nouvelle sortie forcément, je suis bête, qui du coup se centre sur Venise. Alors j'ai fait mon voyage de noces à Venise, donc voilà. Voilà. Et puis j'aime beaucoup Jo Walton. Je n'ai lu que Tooth and Claw et je suis arrivée à la moitié, bientôt à la moitié, de son essai sur la science-fiction. Pourquoi relire la science-fiction, tout ça. Il me semble que c'était ça. Est-ce que c'était ça? Non, c'est Why is this book so great? Oui. Ça parle de relecture et ça parle aussi des classiques de la science-fiction et de la fantasy. On se centre surtout sur la science-fiction. Mais bref, j'aime beaucoup l'écriture de Jo Walton, donc j'ai hâte de lire ce livre. Et Canon de Daisy Pierce? Non. Daisy Lewis? Aucune idée. Je ne sais plus, voilà. Je ne sais plus comment s'appelle l'autrice, mais voilà. J'aime beaucoup cette couverture déjà. Et puis, alors, je me souviens plus du résumé maintenant, mais ça me semblait jouer sur les tropes des littératures de l'imaginaire. Donc forcément, ça me fait très envie. Il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter là, sinon on est foutu, hein, on va pas le dire. Parce que là, si on regarde ma palle, il y a aussi... attendez. Non, elle est là ma palle, je suis bête, parce que là c'est pas dans l'ordre. Il y avait quoi dans ma palle? Il y avait Everyone in this bank is a thief de Benjamin Stevenson, le 4e tome de sa série sur Ernest Cunningham. Trace Elements de Jo Walton et Adal Palmer, qui d'ailleurs se centre sur la lecture de science-fiction et de fantasy. Tuez-les tous de Christopher Buy que j'ai, mais qui se situe, enfin que l'intrigue se situe en hiver, au moment de Noël je crois, donc je vais le lire en hiver. Et The Franchise de Thomas Elrod, qui a l'air génial, parce que du coup c'est un roman de science-fiction, mais en gros si j'ai bien compris, on crée quelque chose autour de la fantasy, ça a l'air trop bien. Voilà, et les autres ne sont pas encore sortis, donc j'en viens aux sorties les plus attendues de la deuxième partie de l'année. Alors là je crois que je les ai pas tous mis, non il y en a qu'un que j'ai pas mis mais du coup je vais pouvoir vous en parler. Alors on a Heartstopper tome 6 bien sûr, qui est sorti depuis, hein, il est sorti hier, donc je vais le chercher demain. Voilà, trop hâte de le lire évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous parler d'Heartstopper d'Alice Oseman? Je ne crois pas. Donc j'aimerais bien relire tous les Heartstoppers avant de lire le tome 6, mais est-ce que j'aurai la patience? Rien n'est moins sûr. Peut-être que je consacrerai mon dimanche à la lecture de tous les Heartstoppers, plus le tome 6. On ne sait pas. C'est possible. Ensuite, il y a The Witches of Cambridge d'Alice
Hoffman, pas Osman, Hoffman cette fois, que j'ai ultra envie de lire parce que c'est l'autrice de The Book of Magic, série que j'ai absolument adorée. Il y a le tome 2, enfin le tome 2, non, il y a le deuxième film qui va sortir au cinéma, que j'ai pas spécialement envie d'aller voir puisque j'ai pas vu le tome, enfin j'ai pas vu le premier film en fait, j'ai surtout adoré la série de livres, donc trop envie de lire cette nouvelle série sur des sorcières. Je ne sais rien de plus, c'est sur des sorcières, ça se passe à Cambridge, c'est Alice Hoffman qui l'a écrit, voilà. Mestra de Madeline Miller, encore une novella un peu comme Galatea, qui a été traduit par Galatée en français. Nouvelle sur la mythologie, voilà, rien de plus à savoir, c'est Madeline Miller, j'ai envie de le lire. Et The Velvet Knife, le tome 6 de la série des Stevie Bell Mysteries de Maureen Johnson. Please, give it to me. J'ai trop hâte de le lire, celui-là je l'attends avec impatience, surtout que la fin du tome 5, j'avais envie de tuer un personnage. Donc voilà, vraiment hâte de lire ce tome 6. Donc le seul là que je vous avais pas mis, c'était A World is Also a Road d'Annalee Newitz. Il y a aussi un nouveau roman de Becky Chambers, Break the Shell quelque chose. Et voilà, donc ce sont mes lectures attendues de la deuxième partie de l'année. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là pour l'instant. La plus grosse déception de cette première partie de l'année. Bon alors là, il y en a plusieurs. Alors il y en a une que j'ai là et les deux autres je les ai pas. Alors je vais commencer par celui qui m'a déçu, mais moins que les deux autres quand même, parce que celui-là je m'attendais à ce que ce soit sympa. En fait j'avais hâte de lire l'autrice, parce que je l'avais jamais lu. C'était A Palace Near the Wind de Ai Jiang, je crois que ça se dit comme ça d'ailleurs, j'ai un doute. Ah bah, donc A Palace Near the Wind, oui, d'Ai Jiang, alors je pense que ça se dit comme ça. Le tome 2 est sorti cette année, et en fait il était en... On pouvait le demander sur NetGalley, donc je me suis dit, c'est cool, si je lis le tome 1 et que j'aime, je vais pouvoir demander le tome 2 sur NetGalley. J'ai lu le tome 1, je n'ai pas du tout aimé, mais alors pour le coup vraiment pas du tout, j'étais assez déçue. Alors c'est l'histoire, je ne saurais même pas vous résumer l'histoire en fin de compte, on est dans une novella de science-fiction, mais il y a aussi de la fantasy. En gros il y a des peuples vivent côte à côte, et en gros un peuple veut peu à peu conquérir les autres, ou en tout cas grignote leur territoire au fur et à mesure, et le personnage principal, dont je ne me rappelle même pas le nom, oui, super. Le personnage principal est en gros envoyé au palais pour épouser le roi, le prince, le président, le dictateur, l'empereur, je ne sais plus. Bref, donc elle est envoyée dans ce palais pour être sa femme, et voilà. Ouais, j'ai pas... Non, vraiment non. Alors j'ai adoré l'idée, parce que du coup l'héroïne est une windwalker, donc une marcheuse de vent, si on essaie de traduire vite fait. Donc ça c'était intéressant, c'était un peuple vraiment très étrange, il y a des différents types d'individus et différents types d'espèces entre guillemets, ou d'êtres vivants, ça c'était cool. Et visiblement ils ont des pouvoirs liés aux éléments, donc elle le vent. Donc ça c'était bien, j'ai bien aimé aussi le côté politique. Par contre, l'héroïne est ultra agaçante, mais vraiment, à chaque fois qu'elle parlait, elle a une façon de... Je sais pas, de voir les choses et enfin je sais pas, elle m'a beaucoup agacée, personnellement. Elle était très peu attachante, il y avait beaucoup de répétitions, et du coup l'écriture était pas... J'ai pas spécialement accroché à l'écriture. Du coup j'ai assez déçue par ce livre, et j'ai décidé de pas lire la suite. Donc voilà, dommage. Et il y a d'autres livres pourtant d'Ai Jiang que j'aimerais bien lire, notamment Lingun, qui a l'air génial parce que une maison, voilà. Et puis elle est... Enfin, moi j'ai très envie de dire ça. Donc je lirai quand même d'autres livres de l'autrice, mais pas la suite de cette série qui m'a déçue. Et là, mon appareil me dit déjà « Hey, tu parles trop !» Et je suis plein. Donc je reviens. Ensuite, on a une autre déception plus grande encore, le tome 8 de Murderbot Platform Decay de Martha Wells. Voilà. Ça, c'est vraiment la grosse déception pour le coup, parce que j'adore cette série, mais là non. Non. Là, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu les tomes précédents, ou s'il n'y a pas vraiment de rapport entre le tome 7 et le tome 8, puisque le tome 7 revient en arrière, si j'ai bien compris. C'était Fugitive Telemetry, je crois. Et oui, donc il y avait pas... Enfin, c'est pas en lien direct, en fait, c'est-à-dire que le tome 6... en gros, le tome 7... Non, en gros... Dans le tome 6, boum, tome 8, là on est dans la suite de l'histoire, mais le tome 7 revient en arrière. Et oui, voilà, Non, là j'ai vraiment pas aimé. Je crois que c'est le livre que j'ai le moins bien noté de toute l'année. C'était... Non. J'ai pas retrouvé le côté... Je sais pas, peut-être que c'est moi qui
qui n'aiment plus la série, ce serait trop triste. Mais j'ai trouvé que c'était... non. Ça n'a pas fait du tout pour moi. Qu'est-ce que j'ai écrit sur le livre d'ailleurs? Qu'est-ce que j'en ai dit? Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps en plus, donc il est très très frais dans la mémoire. Oui, donc j'ai dit que j'aimais toujours Murderbot, mais que là, pour le coup, j'étais pas du tout dedans, j'avais souri que quelques fois et que je m'étais ennuyée. C'est vrai que je me suis ennuyée, mon dieu. Et oui, l'intrigue se traîne, elle fait pas avancer le récit en fait, parce que bah... Oui, on va suivre Murderbot, mais on a donc un personnage qui est apparu dans le tome précédent, il me semble, ou dans le tome 6, je sais plus, qui est là. On a un autre personnage qui n'est pas là, et ça c'est dommage parce que j'aime beaucoup de personnages. Donc Murderbot est en fait seul. Et voilà, oui, non. Non, j'ai été vraiment déçue par ce tome, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout à la hauteur. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je relise tout pour me faire une idée, et peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas autant aimé. Mais ouais. Un peu triste. Et alors, l'autre déception que j'ai en papier, que j'ai acheté full price, hein, voilà, c'est peut-être d'autant plus décevant, c'est Dungeon Crawl de Matt Dingman. Alors, pourquoi je suis déçue? Je vais vous le dire. Alors déjà, je vais retrouver je sais même pas quand je l'ai lu ce livre, je l'ai lu il y a longtemps en plus. On dirait j'ai 100 ans là, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, il est là. Il est pas loin, il est là. Hey. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Déjà, je m'attendais à beaucoup rire dans ce livre, parce que c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, ah, ça va être cool, ça va être drôle, ça va être fun, ça va être léger. Non, c'était pas léger. Alors, il y avait des moments où c'était drôle, il y avait des moments aussi où l'humour était ultra lourd, donc ça me faisait pas rire. En fait, j'aurais pu vraiment beaucoup aimer le livre si on me l'avait pas vendu comme un livre drôle, parce que je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça horrible. C'est dystopique, c'est apocalyptique, c'est même post-apocalyptique, enfin on assiste à l'apocalypse et ensuite post-apocalyptique. C'est terrible en fait ce qui se passe dans ce livre. Et en fait je n'ai pas compris pourquoi on trouvait ça si drôle. Parce que moi j'ai trouvé ça absolument affreux. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis bizarre ou quoi, mais j'ai trouvé ce qui se passait horrible. Alors j'ai noté des points positifs. En fait oui, j'ai été déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais vraiment à un livre léger et en fait c'est pas du tout un livre léger. Je vais vous faire un résumé avant de vous spoiler. En gros, est-ce que c'est dit? Oui. C'est la fin du monde, hein, voilà. Et donc, Carl va se retrouver à devoir, en gros, on a une espèce de corporation ou une espèce d'organisation extraterrestre qui décide de détruire la Terre et de l'utiliser comme plateau de télé-réalité, voilà, un espèce de jeu, où il s'inspire des jeux vidéo de fantasy, avec des donjons et des niveaux, tout ça, et des boss, et donc des items, voilà. Donc ça, c'est vachement cool. Et donc, tous les survivants de l'apocalypse tous les humains en fait, vont être placés dans ce jeu, et voilà, débrouillez-vous pour survivre. Et donc, spoiler, j'ai trouvé ça horrible qu'on se rende compte qu'en fait comment on appelle ça, les adversaires, les rivaux, les monstres en fait qui se trouvent dans les donjons sont en fait d'autres personnes concrètement dont la planète a été détruite ou alors qui ont été asservis par cette population extraterrestre pour voilà, faire office de monstres dans des jeux et se faire tuer en fait. J'ai trouvé ça affreux. Voilà, donc c'est triste, voilà, moi j'ai trouvé ça ultra triste en fait, j'ai trouvé ça tragique, j'ai trouvé ça voilà. Et alors pour une fois dans ma vie, le chat m'a agacée, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Enfin je veux dire, les chats, j'adore les chats. Non là le chat m'a saoulée. M'a saoulée bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai aimé sinon? Bah, j'ai aimé le côté voilà, RPG, le côté donjon, ça c'était top, le côté fantasy, c'était vraiment sympa. Le côté politique aussi, ça c'était vraiment, vraiment cool. Et j'ai aussi aimé Mongo, qui est ce personnage. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé ça pas drôle, j'ai trouvé ça assez horrible. Du coup, voilà, un peu dommage. Alors, il y a aussi des personnes qui sont gênées par la répétition, parce que des fois ils trouvent des items, tout ça. Et du coup, il y a ce côté on loot, et on récupère et on ouvre les coffres. Ça, j'ai bien aimé, ça c'était cool. Mais du coup, oui, voilà, c'est pas léger, c'est pas drôle, l'humour m'a pas fait rire. Voilà, le chat. Et puis, il y a aussi un problème de description dans ce livre. Qu'est-ce qui se passe? Soit je n'arrive pas à visualiser, soit ce n'est pas décrit. Enfin, je sais pas, il y a un problème de description, voilà. Oui, donc voilà, je pense que mes attentes ont complètement
brouillé ma lecture et c'est pour ça que j'ai pas aimé. Si on m'avait pas dit que c'était si drôle, je pense que j'aurais davantage apprécié peut-être. Je m'attendais à une lecture légère et c'est pas ce que j'ai eu. Je lirai quand même le tome 2, je pense, pour voir. Mais je comprends vraiment pas l'engouement pour cette série. C'est... voilà. Après, aucun jugement de ma part, hein. C'est juste je comprends pas parce que moi j'ai vraiment pas... Voilà. Par contre, je comprends le côté cool avec un espèce de mélange de Ready Player One et de Hunger Games, ça c'est cool. Mais sinon, voilà, je suis complètement passée à côté. Voilà, c'est super. Donc c'est une grosse déception. Allez, question 6, les plus grosses surprises. Eh bien, c'est Emily Henry en général et Happy Place, le premier livre que j'ai lu d'elle. Puisque je l'ai lu, et c'était une révélation, mes amis, vous ne vous rendez pas compte, c'était ma vie a changé. Voilà. Ça a l'air ultra dramatique dit comme ça, mais je vous assure, je l'ai lu et waouh. Ok. Ok. Bah oui, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que c'était une romance bien écrite, avec les dialogues bien écrits. Alors, Happy Place, là, on va suivre... Je ne sais plus comment s'appelle les personnages principaux, j'avoue que j'ai... Alors, Harriet et... Lui, il a un prénom... Un prénom pas commun, je crois. Je vais quand même vous résumer entre temps. Harriet va passer des vacances avec ses amis. Comme toutes les vacances, si j'ai bien compris. Enfin, ils se réunissent une fois par an pour être ensemble, en fait, comme avant. Et c'est un peu triste parce que du coup, voilà, c'est en fait pas comme avant. Ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vécu quand ils étaient à la fac, mais bah, ils ont vieilli, enfin, ils ont mûri, on va dire, ils ont grandi et tout ça, et du coup, ça fonctionne pas très bien. Mais surtout, elle leur a pas dit qu'elle et son mec étaient séparés. Son mec qui s'appelle... Win, voilà, oui, non, pas du tout, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas retenu. Donc voilà, Harriet et Win sont séparés, mais ils ne l'ont pas dit à leurs amis, et donc ils vont, eh bien, faire comme s'ils étaient toujours ensemble, voilà, ce qui crée des situations potentiellement gênantes et tout ça, voilà. Donc c'était bien, alors c'était à la fois drôle, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont, pour le coup, alors... Je vous en parlerai après quand dans une autre question, mais ces personnages vraiment sont pas des caricatures, je trouve, en fait. Donc je me suis assez identifiée à Harriet sur certains aspects de son comportement. J'ai aimé les personnages qui sont tous très différents et qui, voilà, ils sont pas du tout interchangeables. Les amis, les deux autres amis mecs et les deux autres amis filles sont vraiment tous à part, quoi. Il n'y en a pas de... On confond pas les personnages, même si je me souviens plus comment ils s'appellent. Parce que j'ai pas fait de chronique, je crois, et que c'était pas très... Ah si, j'ai fait une chronique, oh là là, quelle intelligente. C'était mon premier coup de cœur de l'année. Alors, Cléo, ok, Sabrina, oui, voilà, effectivement. Et oui, et oui, oui. Et les garçons, par contre, je me souviens plus, désolée, mais... Et donc, il y avait le trope que je déteste de l'absence de communication ou de la difficulté de communication entre les personnages, mais là, c'était bien fait. Et c'était, je crois, une des premières fois où j'ai vu ce trope bien utilisé dans un roman. Et voilà, c'était logique, c'était bien, c'était cool. Il faut que je refasse des chroniques parce que ça me manque trop. Mais oui, voilà. C'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je prends pas le temps et que... Voilà. Il y a une très belle évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé. Et comme pour Book Lovers, le banter entre les personnages, les dialogues, l'humour... Vive Emily Henry, en fait, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a vraiment une vraie qualité de dialogue, en fait. C'est vraiment... Je lis et je me dis, mais oui. Voilà, c'est ça qu'on veut dans les dialogues. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai surtout aimé les dialogues, mais la narration est bien aussi. Les personnages sont vraisemblables. Il y a cette espèce de... Alors du coup, le livre s'appelle Happy Place, et en fait, on va... je crois qu'il y a des flashbacks, hein, il me semble, régulièrement, c'est ça Oui. Il y a des flashbacks, en fait, en gros, Happy Place se centre pas seulement sur la relation entre Harriet et Win, mais aussi sur la relation entre les amis et le fait que ça change avec le temps. Et c'était beau et c'était triste parce qu'il y a des personnages qui refusent en fait que leur relation change, alors qu'en fait si elles ne changent pas, elles ne peuvent plus évoluer, elles ne peuvent plus rester amies en fait. Et du coup c'était beau parce que... Enfin, en fait, ces personnages qui ne veulent pas que cette relation change, cette relation amicale change, ne se rendent pas compte qu'en fait au fur et à mesure, si ça ne change pas, ils vont perdre leurs amis. Et donc c'était voilà, c'était beau, c'était triste, c'était merveilleux, j'ai adoré, voilà. Donc voilà, ça je peux pas vous le dire, c'est spoil. Et oui voilà, il y avait ce côté... En fait il y avait aussi ce côté de lecture d'été, en effet vacances dans ce livre en fait, puisque les personnages sont en vacances, et voilà, il y avait ce feeling quand on est entouré de ses amis, qu'on est jeune, qu'on est bien, qu'on n'a pas de soucis, j'allais dire, si on en a, mais qu'on est... Oui, en fait, je
je sais pas, il y a ce groupe d'amis qu'on garde toute sa vie et qu'on aime retrouver, avec lesquels peut-être pas toujours facile, mais en tout cas, oui, on les retrouve et voilà, c'est comme si on s'était quitté hier, quoi. Donc ça, c'est formidable. Donc ça, j'ai adoré vraiment, l'autrice a vraiment réussi à créer ce feeling dans ce livre, c'est top. Je vous parle de ce livre comme si personne ne l'avait jamais lu, mais je pense que je suis une des dernières personnes sur Terre à lire Emily Henry, donc voilà, mais je vous fais quand même une chronique parce que voilà. Et alors oui, bon, je veux pas vous spoiler, mais spoiler. Oui, bien sûr, le livre est prévisible. Oui, bien sûr, Harriet et Wynne vont finir ensemble, c'est une romance, voilà, il faut qu'il y ait une happy ending. Mais, je sais pas, moi j'ai quand même été contente, en fait, de savoir comment ça se passait, de savoir où ça se passait. Il y a aussi des lecteurs, je pense, qui vont pas forcément apprécier la fin, puisque Harriet décide de partir avec Wynne dans le Montana. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que clairement on sent qu'elle est très malheureuse dans sa vie et que il faut faire quelque chose. Donc je pense que voilà, elle agit, c'est bien. Oui, en tout cas, moi, pour moi, c'était pas prévisible parce que j'avais jamais lu de roman d'Emily Henry, je ne savais pas en fait, est-ce que ça allait bien se finir ou pas. Ou en tout cas, comme je pensais que ça allait se finir. Mais voilà, c'était top. Donc moi, je l'ai pas du tout lu en été, hein, j'ai lu en février, en janvier. Une lecture d'été pour réchauffer cet hiver, c'était formidable. Et voilà, c'était génial, c'était formidable, c'était incroyable. Je vais m'arrêter là. Mais voilà, la grosse surprise de l'année, c'est Emily Henry de toute façon. Et c'est aussi... question 7 du coup, la nouvelle autrice, nouvelle auteure ou nouvelle autrice préférée, favori, j'arrive à parler, eh bien Emily Henry, voilà, j'ai lu, comme je vous le disais, ces 6 romances, tout en audio, toutes géniales, voilà, à part une que j'ai moins aimée. D'ailleurs je vous ferai peut-être si vous voulez, hein, parce que je voulais faire le post Insta et je n'ai toujours pas eu le temps, mais je peux vous faire aussi une vidéo à ce sujet, faire le classement des romances d'Emily Henry selon mes préférées en fait, donc celle que j'ai le moins aimée jusqu'au top 1, on va dire. Mais oui, celle que j'ai le moins aimée, il y en a une que j'ai moins aimée. Je ne vous le dis pas du coup si vous voulez la vidéo sur le classement des romances d'Emily Henry. Mais voilà, c'est la grosse surprise de l'année, c'est ma nouvelle autrice préférée, je veux lire absolument tout ce qu'elle a écrit. Alors, toutes les romances qu'elle a écrites, parce qu'elle a écrit d'autres choses, mais c'est vraiment ces romances que je veux lire. Et elle n'en sort pas cette année, à mon grand désarroi, puisque comme j'ai tout fini, je n'ai plus de livres d'elle à lire à part les autres livres qu'elle a écrits et qui ne sont pas des romances. Voilà, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Oui, ah oui, et comme je les ai toutes écoutées en audio, je me permets, les audiobooks sont géniaux, l'autrice, enfin la narratrice, parce que c'est aussi une autrice, mais la narratrice Julia Wayland est ultra talentueuse. Parce que quand les personnages sont sur le point de pleurer, en fait elle les incarne parfaitement. Et donc, notamment dans Great Big Beautiful Life, quand les personnages craquent, la narratrice aussi. Et moi aussi du coup, parce que mon dieu c'était... Voilà. Donc c'était terrible pour moi. Et donc voilà, nouvelle autrice préférée. Voilà, je veux tout lire de ce qu'elle a écrit. J'en ai pas d'autres d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'autres auteurs ou d'autres autrices que j'ai bingé comme ça, il y a qu'elle. Donc voilà. Et puis les autres, je les avais déjà lus. Donc. 8ème, nouvel personnage favori. Nouvelle personnage favori, je suis fatiguée. Voilà. C'est la fin de l'année scolaire. Et je suis fatiguée. Allez, nouveau personnage favori. J'en ai mis plusieurs. Je vais vous en parler voilà, vite fait. Il y a Nora dans Book Lovers, donc l'héroïne, qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, atypique niveau héroïne de romance et que j'ai vraiment adoré, même si, voilà, c'est vraiment la méchante qu'on pourrait imaginer en fait dans les romances classiques. Moi j'ai trouvé que c'était génial de la mettre voilà, en avant et de raconter son histoire, top. January dans Beach Read, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle parle beaucoup, enfin elle aussi, du coup, il y a beaucoup de comment dire, oui, en fait, presque tous les romans d'Emily Henry parlent de la famille et de l'amitié, mais celui-là, ouais, en particulier, il y avait une relation particulière avec le père de January qui était vraiment très touchant. Voilà, j'ai trouvé que January était touchante, elle était optimiste et elle était vraiment l'inverse du personnage de Gus qui lui du coup est beaucoup plus sombre, ce qui se reflète dans leur style personnel d'écriture puisque January écrit des romances et Gus écrit plutôt des livres contemporains réalistes plus sombres, littéraires entre guillemets. Et voilà, donc oui, c'était... Beach Read aussi, c'était un super livre. Iris dans The Iron Garden Sutra, le moine funeste comme j'aime l'appeler. The Iron Garden Sutra qui est un roman de SF qui est formidable, voilà, qui est génial. Iris est un personnage qui prend beaucoup sur lui et qui, placé dans une situation
terrible dans un vaisseau générationnel où il est coincé et où quelque chose veut tous les tuer un par un, et bien il va se rendre compte en fait que peut-être sa vocation de moine, il faut la remettre en question, va se poser plein de questions, et il va aussi du coup vivre des moments difficiles et revenir sur des traumatismes qui le hantent et qui l'empêchent d'avancer dans la vie. Et donc j'ai adoré ce personnage, voilà. J'ai adoré ce livre aussi. Ensuite, on a Fanny dans Mansfield Park. La pauvre, c'est un personnage que si j'ai bien compris, certains fans de Jane Austen n'aiment pas trop. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très touchante et j'avais envie de frapper Edmund, en fait, je crois que c'est son oui. J'avais envie de frapper Edmund, de frapper presque tous les personnages, parce que Fanny est un personnage moral, sensible, doux, qui, elle aussi, du coup, un peu comme Iris, est tout en retenue et va arrondir les angles et va d'abord faire passer les autres avant elle. Et voilà, je trouve que ce personnage est vraiment très sous-coté, donc il faut le... Voilà. Battons-nous pour Fanny. Je suis fatiguée, je vous l'ai dit, donc voilà, ne me jugez pas. Et dernier personnage, Sibyl dans The Correspondent, donc la correspondante, qui est voilà, on a que ses lettres, mais ça trace en fait un personnage, la forme de ce personnage et ses sentiments et ce qu'elle ressent et les difficultés de sa vie aussi, puisque là donc elle est à la fin de sa vie. Et voilà, j'ai adoré ce personnage. Qui est une grand-mère entre guillemets, donc qui m'a un peu fait penser à ma grand-mère, même si je pense qu'elles sont pas du tout pareilles. Mais oui, voilà, les personnages de grand-mère, moi ça m'émeut toujours, donc la Sibyl, top personnage. Un livre qui m'a fait pleurer. Alors, il y en a pas beaucoup qui m'ont fait pleurer d'ailleurs, c'est étrange. Mais il y en a 3 particulièrement, dont je me souviens parce que c'était très dur. Donc The Correspondent, je vous en ai déjà parlé, où vraiment à la fin je ne faisais que pleurer, c'était terrible et je ne voyais plus rien. Donc pour plusieurs raisons, pour déjà le fait que Sibyl devienne aveugle et qu'elle ait peur pour ce que ça va donner en fait, sa capacité à vivre et sa capacité à lire aussi, puisque la lecture c'est sa passion. Donc ça déjà. Ensuite les relations entre les personnages, les difficultés, le fait qu'ils aient du mal à communiquer ensemble, qu'il y ait beaucoup de malentendus entre eux. Ça c'est compliqué surtout avec sa fille. Fille qui du coup a aussi des soucis qui ont résonné, on va dire. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh oui, il y a une lettre de... Comment il s'appelle ? De son voisin, Théodore. Quand vous lirez le livre, vous saurez de quelle lettre je parle. C'était... Je me souviens encore où je la lisais là-bas. J'étais en train de faire la vaisselle. J'étais en train d'écouter cette lettre et je suis là. Oh mon dieu. Quoi ? Voilà, c'était affreux. J'ai encore envie de pleurer. Et donc là, la fin, les deux dernières lettres de Sibyl sont... Oh mon dieu. Et la toute fin aussi. Je m'attendais pas à ça. Bref, ce livre est génial. Lisez-le. Autre livre qui m'a fait pleurer, encore un audiobook, Great Big Beautiful Life. Waouh. Ah, je me souviens encore aussi où j'étais quand j'ai fondu en larmes. Enfin bref, calmons-nous. Donc Great Big Beautiful Life, c'est un roman encore d'Emily Henry qui se centre sur... Alors comment s'appelle le personnage à nouveau, c'est terrible. Non, ça je l'ai lu avant. Alors je crois que j'ai lu son dernier roman en deuxième. En fait, j'ai fait n'importe quoi avec la publication des romans d'Emily Henry. J'ai d'abord lu Happy Place, puis j'ai lu Great Big Beautiful Life, même si c'était le dernier publié. Et je sais pas, je trouve que Great Big Beautiful Life, on sent que ce livre est plus complexe que les autres. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé il avait quelque chose de... Oui, de plus... Il y a que Fleshed Out qui me vient en anglais, mais voilà, il y avait quelque chose quoi. Il y a 2 romances entremêlées et une histoire de famille. Et il y a encore un personnage de personne âgée, donc de femme âgée, qui va nous raconter son histoire. Oh j'étais en train de conduire, je me souviens, j'allais au travail, j'allais arriver. Et pouf, les vannes. Hein. Donc du coup, je suis arrivée, j'étais là, alors j'espère que ça se voit pas, que je pleurais. Mais c'était, voilà. C'était vraiment beau. Alors, est-ce que je peux vous résumer vite fait le livre ? Oui, en gros, c'est Margaret qui veut raconter son histoire, en fait, sa vraie histoire, puisque c'est une célébrité qui vient d'une famille très connue, et elle veut écrire un livre, et elle va faire appel à deux personnes, ça y est, je suis partie dans le livre. Elle va faire appel à, je me souviens plus leur nom, c'est terrible, Alice et Hayden. Donc elle va faire appel à Alice et Hayden, donc Alice qui est journaliste et Hayden qui est écrivain. Et donc elle va faire appel à eux pour décider en fait qui va écrire sa biographie. Donc il y a une espèce de compétition entre les deux qui ne s'aiment pas, comme on peut s'y attendre. Et
Donc voilà, c'était super beau, c'était une façon de voir la célébrité qui n'a pas grand chose à voir avec la façon dont elle est tout le temps mise en avant. Enfin, je sais pas. Si, en fait, en gros, si. On a déjà eu des représentations comme ça de la célébrité, puisque c'est vraiment le côté sombre et le côté oh mon dieu, je veux absolument pas être célèbre, qui est mis en avant ici. Ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu cette année, Célèbre de Maud Ventura, qui était très drôle. Voilà, mais pas la même, voilà, pas le même délire. Ça montre aussi quand même les côtés sombres de la célébrité, mais pas de la même façon, je trouve. Donc bref, Gravely Beautiful Life était très très triste, puisqu'il y a un moment donné où, donc c'est Margaret qui nous raconte là, qui raconte une partie de son histoire, ou qui révèle un secret à Alice, et waouh. Voilà, c'était trop pour moi, je n'ai pas pu, voilà, c'était pouf. Et voilà, donc ça c'était plus... Alors là, dans mon journal de lecture, dans mon carnet de lecture, j'ai plutôt fait une analyse de comment Emily Henry écrivait que du livre lui-même. Donc bon, c'est pas grave, mais ouais, c'était vraiment cool, et la narratrice est toujours au top. Il y avait plus de sexe par contre dans ce livre que dans les autres, à préciser, mais j'ai pleuré comme un bébé. Et alors, le dernier livre qui m'a fait pleurer comme un bébé, encore une fois, c'est Les Racontages de Monsieur Perrault, le tome 4, Cahiers d'été, puisque c'est la fin de la série des Racontages de Monsieur Perrault. Et à nouveau, c'était beaucoup trop pour moi, c'était beaucoup trop triste, c'était terrible, et c'est toujours le cas en fait dans les fins de séries de ce style. Par exemple, ça me fait penser à Mémoire de la forêt qui m'a aussi fait pleurer comme un bébé. Donc voilà, c'est du même acabit, hein. Je m'attendais pas à ça, j'ai beaucoup pleuré. Et je vous recommande les Racontages de Monsieur Perrault, qui est donc une série de bandes dessinées qui est offerte à ma soeur pour Mathieu, et que donc j'ai piqué pour les lire. Et vraiment ce tome était... Ah waouh, right in the fields. Mais oui, c'était terrible, c'était très 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 triste, mais c'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une histoire l'histoire de ce monsieur Perrault qui est instituteur et qui donc apprend aux différents personnages qui sont tous issus de contes que... Il leur apprend à lire, à écrire, à compter, enfin voilà, il est leur instituteur quoi. Et il est heureux de voir leurs avancées. Et ça nous permet aussi aux auteurs à l'illustrateur et à l'autrice, attendez, qui illustre et qui écrit, à l'auteur et à l'illustratrice, donc, de mettre en avant tout un tas de références aux contes, de réécrire les contes, et de nous faire pleurer, voilà. Donc je vous recommande Les Racontages de Monsieur Perrault si vous ne connaissez pas, c'est très triste et c'est très beau. Donc j'ai fini avec les livres qui m'ont fait pleurer. On passe aux livres qui m'ont rendue heureuse. Alors c'est assez rare en fait quand je fais le Media Book Freak Out Tag que je trouve beaucoup de livres qui m'ont rendue heureuse. Je trouve vachement plus facilement des livres qui m'ont fait pleurer. Et là, j'ai vachement plus de livres qui m'ont rendue heureuse que de livres qui m'ont fait pleurer, donc ça c'est cool. Alors bon, bah, déjà les Emily Henry, hein, parce que vraiment j'ai besoin de... Voilà. Non. Book Lovers bien sûr, Beach Read que j'ai vraiment trouvé vraiment, enfin je sais pas, il y avait un feeling avec ce livre, j'ai trouvé qu'il était, attendez, c'est le dernier livre que j'ai lu, d'Emily Henry, il y a peut-être ça aussi parce que du coup il y a le côté, voilà c'est le dernier, et après j'en ai plus, donc il y a peut-être ça, mais je sais pas, il y a un côté tendre, triste, dur, beau, nostalgique, prenant, enfin je sais pas, oh puis il y avait la lettre à son père, Seigneur, non la lettre de son père, ouais voilà, c'était, oui. C'était... Voilà. Voilà. Il y a aussi tout... On parle beaucoup du processus de création là-dedans. Enfin, voilà, on parle beaucoup d'écriture. C'est plein d'espoir. Enfin, January, en tout cas, est un personnage plein d'espoir malgré ce qui a pu lui arriver dans la vie. Voilà, elle nous parle du... Enfin, oui, le roman nous met en avant l'idée que la vie, c'est faite de haut et de bas et que les gens qui sont autour de nous ne sont pas parfaits, notamment nos parents, puisque c'est surtout... voilà, on parle surtout des parents dans ce livre. Voilà, c'était super touchant, mais c'était pas forcé, c'était pas un tire-larme, voilà, c'était juste beau et c'était juste bien, et ouais, voilà, ce livre m'a rendue heureuse. Book Lovers aussi, bon je vous l'ai déjà dit, mais Book Lovers il répond à pratiquement toutes les questions, à part le fait d'avoir pleuré, mais je crois que j'ai pleuré quand même à la fin, donc voilà. Funny Story aussi est un livre qui m'a rendue heureuse, alors attendez, c'est l'un des seuls de Emily Henry dont je vous ai pas parlé là. Donc oui, celui-là m'a rendue heureuse parce que j'ai trouvé ça vraiment beau en fait. Daphné est bibliothécaire et elle a une relation compliquée avec ses parents, encore. Vraiment relation compliquée avec les parents dans presque tous les livres d'Emily Henry, donc voilà. Et il y a une belle évolution de la relation entre Daphné du coup et Miles, je crois que c'était ça son nom.
Oui, j'ai aussi beaucoup aimé que l'amitié soit mise en avant. C'est vraiment, je me suis sentie bien dans ce livre. Comme dans les autres livres en fait d'Emilienne. Oui, je trouve qu'il y a un truc, voilà, les personnages sont attachants, les thèmes abordés sont touchants, que ce soit donc voilà la relation avec la famille. Alors il y a aussi le côté abandon, parce que du coup le personnage principal se sent abandonné par ses parents. Et là, bon, là, voilà, là c'est pas cosy et c'est pas nostalgique, mais vraiment je trouve, enfin, je sais pas, ce livre part de ce personnage qui se sent abandonné par à peu près tout le monde autour d'elle, et qui va du coup lui offrir quelque chose de beau, et c'est ça aussi qui m'a rendue heureuse dans ce livre. Enfin, voilà, je trouve que c'est beau, voilà, on ressent aussi d'ailleurs que l'autrice a une tendresse pour ses personnages, surtout ses personnages féminins d'ailleurs, mais vraiment, voilà. Il y a aussi le côté, alors comme Daphné est bibliothécaire, elle s'occupe aussi des enfants, et elle va à un moment donné lire à des enfants, et j'ai trouvé ça trop beau. Enfin, bref, ce livre était tout doux. On a su Super Nintendo de Keza MacDonald. Alors attendez, où est-ce qu'il est là? Voilà. Alors j'ai adoré ce livre, c'est un essai sur l'histoire de Nintendo qui part donc de leur début à maintenant, et la nostalgie. La nostalgie de oh là là, quand tu jouais à la Wii avec tes grands-parents et que c'était trop bien et que tu jouais à Super Smash Bros et que c'était voilà, que tu avais tes chiens dans Nintendogs qui maintenant ont été abandonnés. Oui voilà, c'était ce livre, c'était un vrai hommage, c'était beau, ça partait, enfin ça partait des différentes franchises mises en place par Nintendo en fait, donc chaque chapitre se centre sur une franchise tout en continuant à raconter l'histoire de Nintendo. Donc on commence par les jeux d'arcade et les cartes d'abord, les jeux d'arcade ensuite, Donkey Kong, puis on passe à Mario. On va passer aussi par Link et Zelda, enfin voilà, c'est trop bien, il y a Samus aussi, donc voilà, bref. Donc ce livre, ça m'a donné envie de jouer, c'était, ouais, une grosse nostalgie, enfin voilà, c'était, ouais, je me suis sentie vachement bien dans ce livre aussi, c'était trop bien. Alors un autre livre qui m'a rendue heureuse, A Room with a View, cet accent de qualité. Et donc oui, donc ce livre qui est une relecture, je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai lu en prépa, et je m'étais dit, je me souvenais que c'était vachement bien, et donc là je me suis dit, allez, l'objectif cette année c'est aussi de lire des classiques, on va relire des classiques qu'on a lus il y a longtemps, qu'on a aimés, mais dont on n'a pas beaucoup de souvenirs. C'était génial, ce livre, je l'ai du coup annoté complètement. Je me souvenais pas qu'il était aussi riche. J'adore l'écriture de Foster. J'aime beaucoup ce qu'il a fait des personnages. J'aime beaucoup comment il a tordu certains tropes et comment il a décidé de montrer le mariage d'une façon assez différente, je pense, de son époque. Puisque Foster, il me semble, est né au 19e siècle et a vécu longtemps et donc est arrivé jusqu'au 20e. Donc vraiment, il a vu la société évoluait aussi. Et du coup, oui, sa réflexion sur le mariage était ultra intéressante. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Mais donc, l'écriture, génial. Et oui, il a aussi un jeu avec le lecteur que j'ai trouvé vraiment cool. Le narrateur, en fait, va parler au lecteur, il va lui dire, bien sûr, notre héroïne, machin. Enfin, voilà, j'adore ce genre de choses. Donc, une connivence qui va se créer entre le narrateur et le lecteur. Il développe super bien ses personnages et leurs relations. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Il n'y a pas d'unilatéralité, c'est-à-dire tous les personnages évoluent et tous les personnages ont la possibilité d'évoluer, même si ça n'arrivera peut-être pas pour certains. Même les personnages qui sont un peu antipathiques évoluent. Notamment un, je peux pas vous dire, mais la fin. La fin. Voilà, le roman est intelligent, la narration ne prend pas le lecteur pour un idiot. Il n'y a rien de négatif dans ce livre. Voilà, j'étais super contente de le relire et de la noter. Et ouais, il m'a rendue heureuse parce que voilà. Il y a des romans comme ça, on les lit, on se dit oh oui. Et bah c'était un de ces romans. Et j'aimerais bien revoir le film que j'avais vu. Et oui, voilà. Et oui, j'adore par exemple quand il écrit le chapitre 12, qu'il appelle juste chapitre 12, alors que tous les autres chapitres, il leur donne un nom particulier. Je sais pas, je sais pas, voilà, j'adore ce livre. C'était vraiment une très belle lecture. Et le meilleur personnage, c'est Mr. Emerson, le père de George. Alors je vous ai absolument pas parlé du roman, en fait, je me rends compte. En gros, on va suivre Lucy Honeychurch et son chaperon Charlotte, donc sa cousine. Oui. Elles vont à Florence et elles veulent une chambre avec vue, donc avec vue sur l'Arno. Et donc c'est le titre en français, avec vue sur l'Arno. Et donc elles vont rencontrer deux personnages très peu conventionnel on va dire, George et son père, donc les Emerson. De là on va dire que le personnage de Lucy va évoluer, alors pas tout de suite hein, mais elle va évoluer, et voilà, elle doit se marier avec Cecil, insupportable, son fiancé donc, et voilà, est-ce qu'il lui correspond vraiment? Je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais voilà, c'était top, c'était intelligent, c'était beau, c'était cool. Lisez Foster, je vous le recommande.
Et un autre livre qui m'a rendu heureuse et que j'ai déjà rangé. Mansfield Park. C'était génial, j'ai adoré me plonger dans l'histoire de Fanny. Et ouais, j'ai retrouvé l'écriture de Jane Austen. C'était le dernier roman de Jane Austen que je n'avais pas lu. Il faut que je relise Sense and Sensibility, mais j'ai lu tous ses romans. Donc voilà, je suis orpheline de Jane Austen, c'est fini. Mais je peux toujours les relire évidemment. Mais voilà, c'était très long, mais j'ai même pas senti la longueur, j'étais juste trop bien dans ce livre. Et voilà, donc je ne vous ai absolument pas parlé de ce livre, mais en gros c'est Fanny Price qui est recueillie par des cousins riche à Mansfield Park, qui va donc être séparée de sa famille, et ben voilà, elle est très seule pendant son enfance, et son seul compagnon c'est son cousin Edmund, et elle va se rendre compte que voilà, elle nourrit des sentiments plus que fraternels, on va dire. Voilà. C'est vachement bien, vraiment, je vous le recommande fortement. Mais vous savez, je vous recommande tous les livres que j'aime, donc... Alors, le livre le plus beau que j'ai acquis cette année, c'est un cadeau de mon amie, Oriane. C'est Les Adelphides d'Alice Dosier, que j'ai rencontré donc aux Imaginales, publié chez Actes Sud en jeunesse, donc collection jeunesse. Moi j'aime beaucoup cette couverture, voilà, j'aime qu'elle brille, j'aime le côté flou de l'illustration, j'aime l'illustration de dos, enfin je trouve que ce livre est trop beau en fait, voilà. Et même, alors je vais peut-être pas vous montrer, il y a une carte. Voilà, qui est très beau. Et voilà, j'adore. J'aime beaucoup ce livre. Il faut que je le lise d'ailleurs. Il est long, mais voilà. L'autrice l'a bien vendu. Donc, hâte de le lire. Avec les petits end pages, là, comme ça. Ouais. Donc c'est le livre le plus beau, il me semble, que j'ai acquis cette année. J'en ai pas acheté beaucoup. Et tant mieux. Parce qu'il faut lire les livres qu'on a. Hein, j'essaie vraiment de lire les livres que j'ai. C'est dur, mais j'essaie. Ok, les livres à absolument lire avant la fin de l'année. Alors en vrai il y a ma palle, hein, donc, qui est assez conséquente, et j'ai pas lu beaucoup de livres de la palle, donc voilà, il y a des relectures, il y a des livres à lire, il y avait beaucoup de pavés aussi, c'est pour ça aussi que j'en ai pas lu beaucoup, les auteurs aussi que j'aimerais continuer à lire, voilà, il y a tout ça, mais surtout le livre que je veux absolument lire cette année. Vraiment j'ai envie de le lire, il faut, j'en peux plus de le traîner ce livre, de le voir et de me dire il faut que je lise, Jonathan Strange and Mr. Norrell. Je sais, il est dans toutes les palles de tous les ans, mais j'ai envie de lire ce livre. Il est trop gros, il est abîmé aussi. Il est trop gros, j'ai lu un tiers il y a longtemps, et je vais tout recommencer parce qu'en fait je me souviens de rien. Et je veux lire ce livre, il le faut, j'ai envie de le lire. Et voilà, c'est le livre que je veux absolument lire avant la fin de l'année. M'intimide, mais je veux le lire. Voilà, c'est le seul. Alors le seul, non, il y en a plein d'autres que je veux lire. Donc je vous ai fait une petite sélection là, des livres à absolument lire, donc je vais vous les montrer petit à petit. Alors il y a un livre que j'ai commencé que j'ai toujours pas fini et que vraiment j'aimerais finir, mais c'est dur. The Romanoffs de Simon Sebag Montefiore, qui est donc très long, qui est écrit tout petit et qui est assez dur à lire parce qu'on a absolument toutes les exactions de tous les tsars de l'histoire des Romanov. Entre celui qui coupe une tête et qui la garde dans le formol et qui est toujours visible actuellement, et ceux qui font mais n'importe quoi, voire qui tuent les membres de leur famille. Super. D'autres qui sont des débauchés. Voilà, c'est... Et alors là, j'arrive au déclin. Voilà, sachant que dans l'introduction, on nous décrit la mort des derniers Romanov. Bon, je suis pas prête mentalement à lire ça, je pense, donc voilà. Mais j'aimerais le finir, je suis à la moitié. On peut le faire. Il y a aussi, alors les livres qu'on m'a prêtés, alors j'en ai plus que ceux-là, mais c'est surtout ceux-là que j'ai très envie de lire là. Donc les livres qu'on m'a prêtés, j'ai Hellbent de Leigh Bardugo, le tome 2 de sa série Alex Stern. J'ai aimé le tome... Est-ce que j'ai aimé le tome 1? Non, j'ai pas vraiment aimé le tome 1, mais j'ai quand même envie de voir la suite parce que voilà, le tome 1 se finit sur quelque chose qui m'a trop donné envie de lire la suite. Mais le tome 1, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop sombre. En fait, il était trop sombre dans l'accumulation de choses horribles qui arrivent au personnage. Mais voilà. Très envie de le lire quand même, surtout que le tome 3 est sorti cette année. J'ai aussi Les Mystères de la rue Ginami. Les sœurs Ushiyama mènent l'enquête, et alors en fait c'est un double livre, puisque... double livre qui en fait est comme ça. Double livre avec les frères Kogure mènent l'enquête de Maggie Inoue, qui m'a été prêté par une collègue de Mathieu, que j'ai très envie de lire. Voilà, j'aime beaucoup... Attendez, hop, voilà. J'aime beaucoup le marque-page, voilà, qui du coup montre... les deux facettes, voilà. Donc j'ai très envie de le lire. Alors je ne connaissais pas ce livre avant que Mathieu m'en parle. Donc voilà, quand même envie de le lire. Il a l'air un peu étrange. En gros, il se passe quelque chose dans le quartier de Ginami. Et donc les sœurs
les sœurs Ushiyama vont mener l'enquête et d'un autre côté il y a aussi les frères Kogure qui mènent l'enquête. Donc on a 3 histoires qui en fait vont en donner 6 puisqu'on a 2 manières de les voir chacune. Très intriguant. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Ensuite, on a les auteurs et autrices que j'aimerais continuer à lire. Alors, on a Agatha Christie avec, bon, alors Hercule Poirot, donc on a les indiscrétions d'Hercule Poirot, mais aussi avec Mr. Queen. J'aimerais bien commencer à lire les Mr. Queen parce que ça me semble étrange et que j'ai envie de le lire. Voilà. J'ai lu plusieurs nouvelles, déjà là, plusieurs livres d'Agatha Christie, notamment ces nouvelles, et à chaque fois que Mr. Queen apparaît, je suis intriguée, donc voilà, envie de continuer à lire Agatha Christie. Il faut que je continue Zola aussi, donc le tome suivant c'est Son Excellence Eugène Rougon, le préféré de Mathieu. Voilà, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore lu, ça m'intrigue mais en même temps le stress. Voilà, donc ça se centre sur Eugène Rougon, donc sur la politique dans la grande fresque des Rougon-Macquart de Zola, que je lis avec Mathilde, en lecture commune. Et on a aussi Iris Murdoch que j'aimerais bien continuer à lire avec The Sea. J'ai enfin trouvé l'édition que je voulais, donc je vais le lire cet été. Je suis désolée, il y a le parasol qui a bougé, j'ai cru que quelqu'un arrivait. Non, pas du tout. Donc The Sea, j'adore cette couverture. Et voilà, très envie de continuer à lire Iris Murdoch. Alors là, on se centre sur Charles Harrowby qui prend sa retraite et son équilibre va être perturbé quand ses amis vont débarquer. Voilà, je sens que ça va être sympa. Et le livre est assez gros quand même, hein. Plus de 500 pages. Mais hâte de continuer à lire Iris Murdoch. Et ensuite, on a le challenge SFF qui se poursuit. Alors, je suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup avancé, en tout cas sur lire les nominés des différents prix littéraires que j'avais, dont je vous avais parlé au début de l'année. Mais j'aimerais bien continuer, notamment donc j'aimerais continuer à lire Pratchett. Alors ça c'est le tome 3 des Annales du Disque Monde, Equal Rights, donc il y a un jeu de mots entre Equal Rights, les rituels, et Rights, les droits, puisqu'on va parler des sorcières, donc c'est le premier tome de sa série des sorcières. Sorcière ou sorcière, j'ai un doute. Je crois qu'il y a le jeu de mots sorcière aussi. Mais bon bref, donc premier tome du cycle des sorcières et troisième tome du Disque Monde. Et on a aussi le tome 3 du cycle de la mort, qui est aussi le tome aucune idée, je ne sais pas du tout c'est le combien celui-là. 16, le tome 16, donc du Disque Monde Soul Music, où on va continuer donc à suivre la mort et sa famille. J'ai aussi très envie d'enfin finir Fondation, puisque j'ai fini la trilogie de base, j'ai aussi fini la série de base, mais il y a aussi les préquels à lire. Et donc, alors le premier c'est Prelude to Foundation, que j'avais trouvé à Londres pour 3 fois rien. C'était formidable, c'était merveilleux. D'ailleurs, hâte de retourner à Londres pour dévaliser les librairies d'occasion, je vous avoue. Donc, Prelude to Foundation et Forward the Foundation qui m'a été offert ce Noël, que j'ai très envie de lire. Donc voilà, comme ça j'aurai entièrement fini Fondation et je pourrai passer au cycle des robots puisque j'ai iRobot en haut et j'aimerais bien, voilà. Alors je sais que normalement il faut lire d'abord la série de l'Empire, puis la série des robots, et enfin finir avec Fondation. J'ai pas du tout lu comme ça, donc voilà, j'ai lu Fondation, j'ai envie de lire les robots ensuite, et je lirai aussi bien sûr la série de l'Empire. Et donc j'aimerais aussi beaucoup lire Philippe K. Dick. Alors Mathieu m'a offert Ubik, son préféré, pour Noël, et il y a quand même un commentaire de Terry Gilliam sur le livre Remember Phil K. Dick got there first. Ok. Donc Ubik, qui m'a été offert par Mathieu, et Do Android's Dream of Electric Sheep, qui m'a l'air plus abordable qu'Ubik, parce que Ubik ça a l'air complètement déjanté et très bizarre. J'adore cette couverture. D'ailleurs je collectionne les SF Masterworks chez Gollancz, et en fait les éditions chez, alors c'est Weidenfeld, c'est ça? Oui, Weidenfeld et Nicholson, et alors ici chez Phoenix, donc Orion en fait. Ces éditions sont top en fait, donc je pense que je vais collectionner les dicks dans cette édition. À part l'homme du haut château, le maître du haut château, que j'ai, donc The Man in High Castle, que j'ai dans les éditions Gollancz, hardback en plus. À part lui donc, mais sinon je trouve ces éditions top, et donc je pense que je vais quand même commencer par Do Android's Dream of Electric Sheep, qui a donné Blade Runner il me semble, et comme ça je pourrais enfin regarder le film et regarder le deuxième film, et voilà, le roman qui est devenu Blade Runner. Tellement étrange, rien que les résumés sont trop bizarres, mais je vais pas les lire les résumés parce que j'ai peur de me spoiler ou pas, mais voilà, donc et j'adore, vraiment j'adore ces couvertures. Bref, donc il faut que je commence à lire Philippe K. Dick. J'ai aussi Lovecraft à commencer à lire, j'aimerais bien continuer à lire Virginia Woolf et Marguerite Yourcenar. J'aimerais découvrir Clarice Lispector, enfin voilà, il y a beaucoup trop de, beaucoup de livres à lire. Et j'ai toujours pas continué à lire D.H. Lawrence non plus, donc
Voilà, donc beaucoup de livres à lire. Et donc la dernière question de ce tag illustre terminé. Votre adaptation préférée. Donc 13e question, adaptation préférée. J'ai pas regardé beaucoup d'adaptations parce que j'ai pas regardé beaucoup de films en fait. Regardé beaucoup de séries mais pas beaucoup de films. Donc pour l'instant mon adaptation préférée c'est Le Diable s'habille en Prada. Voilà, donc j'ai revu le tome 1, j'ai revu le tome 1. J'ai revu le premier film et je suis allée voir le deuxième film au cinéma. J'avais peur de pas autant aimer et en fait j'ai adoré les deux. Il y avait un côté très nostalgique dans le deuxième film. Et aussi un côté très... Enfin je trouve qu'ils ont bien, fait la transition entre le 10 ans avant et maintenant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces films. C'est... Oui. Assez loin de ce que je regarde d'habitude et de ce que j'aime habituellement, mais vraiment j'ai trouvé que c'était top. Donc mes adaptations préférées, voilà. Et c'est la fin de ce Mid-Year Book Freakout Tag. Je ne peux plus parler. C'est la fin de ce Mid-Year Book Freakout Tag. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez prévu à boire et à manger. Là, je vais aller manger moi-même et je vais vous faire, je pense, une deuxième vidéo juste après. Mais voilà, j'espère que vous avez trouvé des livres à lire, que vous avez... dites-moi si vous avez lu ces livres ou si vous les avez... j'en ai marre. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi si vous avez découvert aussi des livres. Alors, si vous n'aimez pas certains livres, restons calmes, restons zen. Voilà. Respirons. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec moi et donc nous pouvons en discuter, mais calmement, s'il vous plaît. Voilà, merci. Parce que maintenant, en fait, quand je vois un commentaire énervé, je supprime et je parle plus, donc... Voilà, la vie est trop courte pour passer trop de temps à s'énerver. Dit la meuf qui va vous faire une vidéo sur les livres qu'elle a détestés où elle va se vénère de ouf. Pardon, calmement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour discuter et à vous abonner si vous avez envie. Et voilà, merci, à bientôt, bye.